La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Swazig de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute! Je travaille sur les projets LegalOps en plus de mon périmètre actuel. Il me faudrait présenter un business case structuré, documenté et chiffré, mais je ne sais pas par où commencer. Mon budget est restreint, je dois prioriser mes chantiers en fonction des besoins les plus urgents. Ce sont les retours que l'on entend le plus souvent de la part des juristes en charge d'optimiser les process de leur DJ. Et si on vous proposait une formation gratuite pour vous lancer pas à pas dans l'optimisation de votre processus contractuel? On y a pensé chez Séraphin. C'est chose faite, la formation est constituée de 7 modules pour identifier vos besoins prioritaires et les attaquer étape par étape. Tout y est, et d'ailleurs c'est presque prêt, les 2 premiers modules sont déjà publiés, et si vous souhaitez y accéder après l'écoute de cet épisode, je vous ai laissé le lien vers la formation juste en bas dans les détails. Bonne écoute et à très vite. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Selma. Et bonjour Swazig. On est très contente de te recevoir. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui se distingue par son courage face aux flammes, et qui est d'ailleurs tout aussi flamboyant par toutes ses qualités, que ce soit des qualités humaines, humoristiques d'ailleurs qu'on a pu rencontrer, ou aussi professionnelles par ton parcours. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce qui te passionne. Très bien. Eh bien écoutez, merci en tout cas pour cette invitation. C'est un super exercice et j'espère qu'on passera un très très bon moment. Donc je suis Maxime Dio, je suis le responsable juridique de l'Institut Pasteur de Lille, mais pas que, puisque je suis aussi le responsable de la valorisation de la recherche, de la conformité, je suis délégué à la protection des données, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, le référent harcèlement sexuel et comportement sexiste de l'Institut Pasteur de Lille toujours. Et en parallèle, je suis délégué régional de l'Association française des juristes d'entreprise au niveau des Hauts-de-France, qui est la deuxième plus grosse région de France après Paris, et également sapeur-pompier volontaire au sein d'une caserne lilloise. Ce qui fait quand même beaucoup de compétences, beaucoup de choses à valoriser pendant le podcast. Comment on devient sapeur-pompier volontaire ? On devient sapeur-pompier volontaire tout simplement parce que, au fond, on a une envie de servir l'intérêt général. C'est ce qui m'a animé depuis tout petit, puisque dès l'âge de 10 ans, je me suis engagé en politique, entre guillemets, puisque j'ai été membre d'un conseil municipal de jeunes que j'ai servi pendant quasiment 10 ans, jusqu'à ma majorité. À ma majorité, j'ai franchi le pas, je suis passé chez les grands en tentant l'expérience de l'élection municipale. Et donc j'ai vécu une campagne municipale au sein de ma ville, qui était Soissons. Et j'ai toujours travaillé dans le cadre de l'intérêt général. J'ai fait du droit parce que je voulais initialement être commissaire de police. Donc je voulais servir. Et puis, au fur et à mesure de la découverte de la matière juridique, je me suis aperçu que finalement, le droit pénal, c'était pas ce qui me tentait. Et donc, je suis parti vers le droit des affaires, sans trop m'éloigner de l'intérêt général, puisque dans mon parcours, j'ai une très grosse composante de propriété intellectuelle, qui, à mon sens, sert énormément à l'intérêt général, puisque quand on dépose un brevet, c'est certes pour permettre à une entreprise de générer des revenus, mais c'est aussi et surtout pour mettre à disposition un produit ou un service au sein de la population qui va permettre d'aider cette population. Donc voilà, j'ai toujours conservé cette question d'intérêt général. J'ai beaucoup bougé pendant mes études, mais je pense qu'on y reviendra. Ouais. Et quand je me suis stabilisé au sein de Lille, je me suis dit, c'est peut-être le moment de franchir le pas. Et donc j'ai frappé à la porte de la caserne. J'ai pris un petit dossier et puis j'ai passé tous les tests et voici que maintenant ça fait presque 4 ans que je monte dans les camions rouges. Et est-ce que quand tu étais enfant, tu avais déjà ce désir d'être pompier ou est-ce que pas du tout ? Pas vraiment. C'était pas ce qui me faisait vibrer. J'ai côtoyé énormément d'amis qui étaient jeunes sapeurs-pompiers.
Donc ils m'ont fait vivre à travers leur histoire, leur passion. Je pense que ça a quand même été un déclencheur, puisque j'ai rêvé à travers leur expérience. Et c'est peut-être la première fois que je me l'avoue d'ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai arrêté de rêver, je la vis, cette expérience. C'est extrêmement intense, c'est extrêmement enrichissant, profitable sur tous les plans, à la fois personnel et professionnel. Je pense que la première chose que je retiens de cette expérience, c'est... Le bal des pompiers. Même pas. Puisque je n'en ai encore jamais fait. Mais comment cela se fait-il ? Je n'en ai encore jamais fait. La Covid est passée par là. On est une caserne relativement sérieuse. C'est pas la plus grosse caserne de l'île. Vous êtes combien ? On est 17 à la garde le jour et 15 la nuit. Ouais. Et la plus grosse caserne de l'île à 24 personnes. Okay. Non, ce que je retiens principalement, c'est le fait de savoir gérer l'urgence. Quand on est face à des personnes en détresse, on peut pas se permettre de paniquer. Et c'est un petit peu la même chose quand on est face à un dossier ultra urgent au boulot. Voilà, faut se structurer, faut penser, faut savoir se poser, savoir perdre du temps pour finalement gagner. Donc c'est peut-être ce que je retiens de plus dans cette expérience de sapeur-pompier volontaire, que je mets aussi à profit à la fois sur le plan personnel avec mes 2 enfants et sur le plan professionnel. Donc là, on est mardi, il est 9h41. Si la caserne t'appelle, comment on fait ? Alors, la caserne ne peut pas m'appeler, Okay. Puisque je suis dans un gros centre de secours, donc je fonctionne à la garde. Je n'ai pas de bip sur moi. Okay. Donc voilà, quand je pose une garde, je suis dédié 12 heures, je ne prends que des gardes de nuit. Donc je suis 12 heures de nuit dans une caserne, en uniforme. Et donc voilà, la vie d'un juriste, responsable juridique qui est sapeur-pompier, c'est on arrive au boulot le matin, on fait sa journée, et puis à 18h30, on part. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. C'est la question que j'allais poser. En fait, t'enchaînes les deux. Voilà, t'as pris la nuit pour pouvoir enchaîner les deux. C'est exactement ça. Donc je change de tutu, je pose le costume pour mettre l'uniforme pendant 12 heures, et puis je remets le costume le lendemain. Et heureusement, la machine à café est jamais très loin. Merci machine à café. Ouais. Et tu le disais tout à l'heure, tu as beaucoup voyagé pendant tes études. Tu les as commencées à la fac de Reims, si je ne me trompe pas. Tu es parti faire un échange à Aberdeen. C'est ça. Et ensuite, tu es revenu pour finir tes études en Alsace. Et tu t'es spécialisé en propriété intellectuelle, comme tu le disais. Enfin, droit des affaires. Propriété intellectuelle. Intellectuelle. Excellent choix, soit dit en passant. Et je dis pas ça parce que j'ai fait la même chose. Moi, j'étais droit d'auteur. Bon, bah, chacun sa team. C'est ça. Mais t'as fait une jolie petite balade, en tout cas, qui devait être super enrichissante. Tu gardes un bon souvenir de cette époque-là ? C'était, l'époque des études, c'est toujours une époque qui est fantastique. On sort du cocon familial, on prend son indépendance, on se laisse pousser des ailes, et en même temps, on se responsabilise. Parce que faire n'importe quoi à la fac, on l'a tous fait. C'est un parcours normal. On l'a tous fait, c'est un parcours normal. Mais voilà, il faut savoir raison garder et il faut savoir avoir un peu la tête sur les épaules pour se dire, j'ai en tout cas un projet professionnel, j'ai un objectif. Si c'est juste pour m'amuser, je pars 1 an à Ibiza et puis je reviens le nez un petit peu poudré. Non, c'était une excellente période. J'ai passé 6 ans fantastiques. J'ai rencontré énormément de personnes. C'est surtout la diversité des contacts qu'on a pu avoir à travers les différents amis que je retiens. Mes 2 années de fac de Reims, c'était une découverte. On a appris à grandir à la fac, on a appris la matière juridique, on découvre la matière juridique qu'on nous enseigne pas avant. Et en fait, c'est une prise de risque aussi, puisque est-ce qu'on a une réelle appétence pour le droit ? C'est bien beau de regarder Suits ou Damages, mais on s'identifie pas tous à travers Harvey, quoi. Et Louis Litt. Exactement. Icône, Louis Litt. Et alors, pour les plus vieux, il y avait 4 divorces aussi. Exactement, 4 divorces. Tout à fait d'accord. Donc voilà, on découvre cette matière juridique, et puis quand la mayonnaise prend, c'est là où on s'éclate. Donc 2 premières années d'études fantastiques. 3e année d'études, je décide de partir en Écosse. Tout simplement pour valoriser un petit peu ce parcours. Et t'améliorer en anglais ou pas du tout ? C'était pas un problème. Et m'améliorer un petit peu en anglais, en effet. Ouais. Mais voilà, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur l'opportunité.
une opportunité se présente, voilà, on fait un rapide bilan, et avant qu'elle ne s'échappe, il faut savoir la saisir. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. 1 an en Écosse, qui est un pays fantastique, avec un accueil incroyable. Alors, limite, je fais de la promotion de tourisme, mais les paysages sont juste dingues. Les gens sont d'une rare gentillesse, et quand on est français en Écosse, on est extrêmement bien accueillis, puisque les Écossais sont redevables des Français, qui les ont aidés pendant la guerre contre les Anglais. Donc là, c'est petit focus. On change de série, maintenant on passe sur Outlander. Voilà, une année très enrichissante où on découvre des personnes du monde entier et on découvre aussi une autre manière de fonctionner. Que ce soit dans la vie courante, que ce soit aussi dans la vie juridique. Tu as des exemples ? Un cours magistral à la fac en Angleterre, on se présente un petit peu comme chez McDo. Venez comme vous êtes. C'est-à-dire qu'à 9h du matin, vous avez des gens qui sont en costard-cravate comme des gens qui sont en pyjama. Et c'est la réalité. Et on arrive à la fac. Alors, je vous parle de ça il y a 10 ans. Le modèle français a un petit peu changé, mais on arrive à la fac et en fait, on a déjà le cours. Ouais. Le prof est juste là pour exemplifier, pour faire vivre sa matière. Il n'est pas juste là pour faire de la dictée. Il est là pour donner corps à son cours, et c'est extrêmement enrichissant, mais très perturbant pour un Français. Je ne vais pas vous le cacher, quand je suis arrivé en Écosse et que je me suis retrouvé face à ce modèle, je me suis dit mais c'est absolument pas efficace. Je vais perdre 1 an. Certes, l'Écosse c'est marrant, Erasmus c'est sympa, ça peut se valoriser sur un CV, mais je vais perdre 1 an. In fine, aujourd'hui, je retiens plus de choses de cette année passée sur le plan juridique, puisque voilà, on retourne l'enseignement, et c'est aussi ce que j'ai pu mettre à contribution dans le cadre des sapeurs-pompiers, puisque c'est un apprentissage de l'adulte par l'adulte. Finalement, on fait ses propres expériences pour en déduire des enseignements, et ce qui nous permet d'éviter de reproduire des erreurs. Donc, extrêmement enrichissant. En fait, parce que tu as juste été déstabilisé. Et une fois que tu as compris, enfin, tu t'es mis, pas dans le moule parce que c'est pas le bon terme, mais que tu as configuré ton cerveau de manière un peu différente, tu as vu tous les avantages que ça pouvait avoir. C'est exactement ça. Ouais. Voilà, et ça permet d'être agile à la fin. Ouais. De savoir jongler, de passer d'une matière à l'autre, d'une manière de travailler à l'autre. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. C'est ce qui permet d'être complémentaire et de discuter avec plein de publics différents, ce qui finalement sont les publics de l'entreprise. Discuter avec un commercial, avec un financier, avec un juriste ou avec une direction générale, on n'adopte pas du tout la même manière de parler, la même manière de penser. Et voilà, donc ça aide à structurer. Ce type de voyage aide à structurer. Vraiment, c'est une grande richesse que tous les étudiants n'hésitent surtout pas à passer le cap et à faire cette expérience. Et même s'ils ne l'ont pas fait en étant étudiant, pas hésiter à partir pour voir un petit peu ce qui se passe dans un autre univers. Encore une fois, un bel exemple qui prouve que les échanges ne sont pas... Clairement. Sont une bonne expérience à valoriser sur un CV et pas une perte de temps. C'est ce que j'allais dire, pas une perte de temps, ouais. Non, complètement. Parce que moi, à la fac, tu sais, j'avais des retours, des bruits de couloir qui disaient qu'en fait, faire un échange en L3, en Master 1, c'était vraiment la chose à ne pas faire pour pouvoir accéder à un Master 2 prestigieux. Des bruits de couloir qui sont finalement totalement faux. Complètement. Où le niveau n'est pas assez bon à l'étranger. Ou tu vas à Amsterdam, donc en fait, tu vas là-bas pour des raisons en particulier, pour faire la fête et pas pour faire autre chose. Alors, en effet, Erasmus, on fait la fête. Mais oui, mais tant mieux. Mais pour ma part, on ne fait pas la fête autant qu'on a pu le voir dans l'auberge espagnole. Ça n'a rien à voir. En Écosse, pour ne rien vous cacher, le rythme écossais, il est assez perturbant au début. Ouais. Les cours commencent entre 8h et 9h, donc finalement jusque-là c'est relativement classique. C'est tôt. C'est un peu tôt, c'est vrai. Surtout avec ce qui se passe avant. Mais voilà, donc les cours commencent à 8h30, 9h. On bosse jusqu'à à peu près 13h. À 13h, les cours s'arrêtent. Éventuellement, on a un TD qui se balade. Mais on a surtout une grande période de travail autonome où on va à la bibliothèque, où on va faire du sport, où on s'implique dans des associations. Et une deuxième journée commence, où à partir de 18h, on sort. On va au resto, on va dans des bars, on s'amuse. Et la nuit s'arrête à 3h du matin. Donc finalement, on arrive à cumuler ces différentes vies. Un petit peu comme aujourd'hui, je cumule mes différentes vies de juriste, sapeur-pompier, papa,
Donc ça a été profitable. Donc il y a des cours que le matin, si je comprends bien. Des cours que le matin. Ouais, c'est ça. Fonctionnement écossais, encore une fois. Et donc à la fin de cette année extrêmement enrichissante, je me suis posé la question, est-ce que je retourne à Reims pour finir mon cursus, ou est-ce que je souhaite conserver ce côté international et européen cultivé pendant une année, et donc voilà, j'ai fait le deuxième choix et je suis parti à l'université de Strasbourg, où j'ai pu étudier différentes matières, appréhender justement un autre mode d'enseignement, beaucoup plus rigide. C'est également aussi très perturbant, puisque là on passe sur un modèle alsacien avec une forte empreinte allemande, et on apprend la rigueur. Et ça, c'est extrêmement profitable quand on est juriste. On le voit sur toutes les offres d'emploi. Les 3 caractéristiques, on a forcément rigueur dedans. Donc on apprend cette rigueur. Et on découvre, encore une fois, d'autres matières. On découvre de la propriété intellectuelle, du droit de la construction, du droit de l'urbanisme, du droit de l'environnement. On peut avoir aussi des diplômes d'université qui sont un petit peu exotiques. Donc voilà, une autre manière d'appréhender les choses, et ce qui finalement m'amène à un premier Master 2 en droit de l'environnement et droit de l'entreprise. Exactement, alors c'est un titre qui a disparu, une refonte du Master, mais c'était ingénierie juridique de l'entreprise et développement durable. Alors voilà, ça n'a rien à voir. On se dit, pourquoi avoir associé les deux ? Et bien, finalement, c'est extrêmement intéressant, puisque quand on appréhende la vie d'une entreprise, on l'appréhende sur le point de vue de la performance juridique, et dans la performance juridique, on voit aujourd'hui de plus en plus le côté de la compliance, avec le côté de la RSE. C'est ce que j'allais dire, en fait, aujourd'hui, c'est super, je veux dire, à la mode, mais c'est un côté dénigrant, ce qui n'est pas le cas, mais c'est en vogue, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Exactement ça. Et donc, ce master avait compris, il y a une dizaine d'années finalement, avait compris que ce côté environnemental, RSE, allait être l'évolution d'aujourd'hui, in fine. Donc j'ai fait ce premier Master 2, et j'en ai fait un deuxième, cette fois-ci au CEPI, à Strasbourg. J'allais te poser la question. Voilà, donc le Centre européen international de la propriété intellectuelle, qui est un diplôme très particulier, puisque c'est la seule école en France, si on peut l'appeler ainsi, la seule école en France, qui permet de passer l'examen de qualification à la fois français et européen pour être examinateur brevet et marque. Et en fait, c'est une école qui permet à des juristes de travailler la matière de la propriété intellectuelle, mais le juriste n'est pas que dans un domaine juridique. En fait, il a des cours avec des ingénieurs. Et donc, partager un amphi de 300 places avec 250 ingénieurs et une cinquantaine de juristes parqués dans un petit endroit et aller parler de techniques liées à l'exploitation du sang, par exemple, d'avoir des cours par des profs émérites d'Harvard, c'est extrêmement enrichissant. Donc voilà, ça a été une vraie chance. Et pourquoi je me suis dirigé vers la propriété intellectuelle ? Parce que lors de mon premier stage de fin d'études que j'ai fait chez Atos, j'ai beaucoup travaillé forcément et découvert la matière du droit de l'informatique. Et le droit de l'informatique, il y a énormément de propriétés intellectuelles à l'intérieur, très divers, très variés. Et voilà, je me suis dit, finalement, j'ai peut-être encore une compétence à ajouter pour intégrer le marché du travail et m'ouvrir les perspectives. Le CEPI, c'est même en formation continue. Ouais. Enfin, on peut faire les deux, que l'on soit étudiant ou en poste, on peut quand même le faire. Et c'est de plus en plus demandé pour les gens qui veulent faire de la propriété industrielle. C'est l'école de référence. Et comme j'aime bien les différentes expériences, je pense que ça y est, on commence à le découvrir un petit peu, j'ai mis à profit mon temps libre à la fac pour pouvoir justement faire ces petites expériences. Et j'ai fait quelques concours de plaidoirie, quelques concours d'éloquence. Super. Ce qui a été aussi extrêmement profitable. Des concours d'éloquence qui n'ont rien à voir avec le droit, qui sont plus des mots de courte, ou des concours de plaidoirie, où j'ai fait finalement le concours de plaidoirie en propriété intellectuelle à Versailles, c'était en 2012, et notre équipe a été sacrée équipe la plus conviviale. Alors je ne dirais pas ce que nous avons fait pour être l'équipe la plus conviviale. Vous imaginez que nous n'avions pas la gorge sèche.
Et j'ai été aussi désigné meilleur plaideur de France. Donc bravo. ça a été une très très belle expérience, on s'est énormément amusé et j'en garde un très bon souvenir. Ah, mais ça reste au final très complémentaire parce que à la fac, on apprend des connaissances, on s'enrichit, mais on n'apprend pas à s'exprimer. Et avec ces concours de plaidoirie, ça permet de développer une autre corde à ton arc et qui te sert aujourd'hui. Complètement. Et c'est aussi une prise de risque. C'est un travail sur soi de se dire je vais prendre la parole en public, je vais aller défendre des idées. Ça va me permettre de structurer mon raisonnement. Et ça me permet aussi de travailler sur moi-même, la gestion du stress, le dépassement. Et c'est finalement extrêmement profitable dans un début de carrière. La gestion de la foule aussi, du public en face. C'est ça, En délire, la foule. Ah mais oui, non, mais pour avoir assisté côté public et avoir vu des personnes que je connais... pas plaider, mais participer à des concours de plaidoirie ou des concours, enfin des débats, parce qu'il y a aussi des groupes de débats. La gestion de la foule est super importante, parce que sur des sujets, par exemple, récemment, enfin il y a 2 ans, c'était le procès de Booba. Gérer une foule en délire sur Booba, c'était quand même quelque chose d'assez important. C'est ça. Et puis c'est le regard des autres sur soi. Exactement. Ce qui est très très intéressant aussi, c'est, comme tu le disais, de savoir gérer cette foule. Et au-delà de savoir la gérer, de savoir se l'accaparer. Il faut finalement la gérer, mais savoir s'en servir. Comme on peut également se servir de toute personne dans l'entreprise pour véhiculer ses messages. On reste, encore une fois, on peut faire des parallèles tant qu'on veut. Donc en effet, se servir de la foule, c'est super intéressant. Et on sait que quand on va dire tel type de phrase ou tel type de mot, ou faire une gestuelle en particulier, on va avoir de la réaction. Et tout dépend de ce qu'on a envie de susciter comme réaction. Et c'est à ce moment-là qu'on place Octogone. Octogone. C'est pas avec le clash entre Booba et Karis? Oui. Oui. Et ben voilà. Swazik qui essaye de placer des références de mon époque. Exactement. On a un running gag avec Swazik. D'accord. À mon époque. Je me rends compte que tu n'as pas écouté tous les épisodes, Maxime. On est un peu déçus. On est très très Mais en déçus. même temps, il y en a tellement. Oui. Et il va y en avoir encore beaucoup. Et il va y en avoir encore beaucoup. Parce Écoute, que je vous le souhaite. Mais nous aussi, on te le souhaite. On n'a pas posé une question avec Selma. Qu'est-ce qui t'a amené au droit? Ce qui m'a amené au droit, alors initialement, comme tout petit garçon, voilà, certains rêvent d'être pompier, certains rêvent d'être policier. Moi, je rêvais d'être pilote de chasse. Voilà. Pourquoi pilote de chasse? Puisque, alors je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais dans ma famille, j'avais un oncle qui a été l'un des plus jeunes pilotes de France et qui a fait le Tour de France aéronautique et qui malheureusement s'est crashé au-dessus de Lacanau. Donc en 1979, il avait 19 ans. 2 avions se sont percutés et voilà, donc il est décédé à ce moment-là. Mais cette culture de l'avion, elle est toujours présente dans ma famille et ça m'a toujours fait rêver, tout simplement. Donc je me suis dirigé, j'ai travaillé pour faire en sorte d'être pilote de chasse. Sauf que je me suis un petit peu renseigné, j'ai fait le test du cockpit et je me suis en fait rendu compte que mon fémur était trop long de 2 cm. Ce qui est dommage, puisqu'en fait, pour s'éjecter d'un avion de chasse, faut que le fémur puisse passer, sinon c'est un petit peu gênant, on reste un peu bloqué, c'est des problèmes, l'armée en veut pas. Et donc voilà, j'ai finalement, pour une contrainte physique, dû abandonner ce rêve, et c'est pour ça que je suis parti vers le droit. C'est horrible. On s'en remet. Ouais. Voilà, bon, pour 2 cm, ne pas... Ouais. C'est ça. Ok, c'était quand? C'était avec quel âge? Alors, ça, j'avais 13-14 ans. Ouais. Ah oui, donc t'as fait ce test quand même très jeune. J'ai fait ce test très jeune. Bon, voilà, je fais 1m93. On n'arrive pas à le caser toujours partout. Et ben dans un avion de chasse, on n'y arrive pas. Ok, bon, bah, on apprend quelque chose. Exactement, ok. Et justement, diplôme en poche en 2012, tu as effectué un premier stage chez Ubisoft, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup Ubisoft, puisque donc c'était 5 ans après la première sortie du premier Assassin's Creed. Je ne sais pas si tu y as joué, ou c'était... non. Alors, j'y ai joué, j'ai joué à beaucoup d'autres opus. Ouais. Ubisoft est une entreprise incroyable.
C'est un modèle d'entreprise alors, qui ne peut pas être transposé à toutes les entreprises, puisque au-delà du modèle, il y a une culture. J'avais travaillé juste avant chez Atos, qui a une autre culture d'entreprise, vraiment totalement différente. Et je me suis plus retrouvé chez Atos que chez Ubisoft que chez Atos. Okay. Ubisoft, pour ne rien vous cacher, la direction juridique est sur le même plateau que le directeur général. Et donc, un matin, j'étais en train de travailler mes différents dossiers et j'ai quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui fait « Bah alors, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment ?» comme ça. Je me suis retourné, c'était Vicky Immo, donc le PDG d'Ubisoft, qui tape sur l'épaule et qui vient se soucier du travail de ses salariés. C'est un mec qui est exceptionnel, d'une rare humanité, qui sait associer la performance et le plaisir. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a été élu meilleur patron de France il y a 1 an et demi de mémoire. Donc voilà, une expérience fantastique. Pour les petites anecdotes comme ça, vous arrivez le matin, c'est la sortie d'Assassin's Creed. Ouais, salle de jeu. Presque ça. Ouais. Vous franchissez la porte du bureau et en fait, votre bureau, il y a des drapeaux confédérés partout. Quand c'est la sortie de Far Cry qui se passe un petit peu dans la jungle amazonienne, vous avez une jungle amazonienne dans le bureau. Et donc, quand vous ouvrez votre tiroir pour prendre votre agrafeuse, il y a un bras en plastique qui tombe, il y a des araignées un petit peu partout. Sortie de Just Dance, quand vous prenez l'ascenseur, il est 9h, vous venez de vous taper le train, le métro, un petit peu fatigué, et là, il y a une énorme boule à facettes, un énorme poste radio, et on danse. Pendant les pauses déj, le développeur vous appelle et dit voilà, on vient de sortir une nouvelle chanson sur Just Dance, est-ce que tu veux venir la tester au studio ? Et donc, pendant 1 heure, on va danser sur un titre de Just Dance. Donc finalement, les premiers testeurs, utilisateurs sont les salariés de Ubisoft. Exactement ça. Donc c'est juste fantastique. Donc c'était un rêve de gosse pour toi de pratiquer l'API dans une telle entreprise ? Je n'aurais jamais imaginé ça. Ouais. Voilà, encore une fois, ça a été une opportunité, mais c'est opportunité que je me suis créée. Ouais. Pour la petite histoire. Au CEPI, on a une promo à peu près d'une 50aine d'étudiants. Forcément, tout le monde veut des stages dans des entreprises ou des cabinets d'avocats très prestigieux, et Ubisoft fait partie des cibles privilégiées. Donc on est une bonne trentaine à déposer notre CV sur la plateforme de recrutement d'Ubisoft. Et je me suis dit, je vais faire la même chose que mes collègues. Mais je suis certain que je ne serai pas rappelé. Donc, pour créer une chance supplémentaire d'être rappelé, je suis allé sur LinkedIn, j'ai tapé qui était le directeur ou la directrice juridique de chez Ubisoft, j'ai vu son nom apparaître, et j'ai dit, je vais envoyer un mail direct en faisant prénom.nom@ubisoft.com. Et puis si ça revient, je ferai initial.nom. Et puis le mail n'est pas revenu. Et au-delà du mail qui n'est pas revenu, 10 minutes après l'envoi du mail, j'avais un coup de fil de la directrice juridique qui me dit « Vous venez de m'envoyer un mail, on se connaît ?» Je dis « Non, on se connaît pas. Moi, j'ai fait cette démarche-là parce que j'ai envie de bosser chez vous. » Elle m'a dit « J'adore votre démarche, je vous reçois. » Et j'ai été pris. Tu les as court-circuités tous. Super. Donc ça, c'est un petit conseil que je pourrais passer aux étudiants et à nos auditeurs. C'est, in fine, ayez le courage de court-circuiter les choses. Finalement, votre interlocuteur principal, c'est pas la RH, c'est la personne avec qui vous allez bosser. Donc, ça peut déranger, ça peut très mal se passer. Et finalement, si ça se passe très mal, c'est que ça veut dire que c'était pas là où vous auriez dû travailler. Donc ouais, court-circuitons, allons droit au but. Super bon conseil, se démarquer, se différencier, parce que finalement tous les CV se ressemblent et c'est pas un CV, une lettre de motivation qui va nous permettre de nous différencier des autres, peut-être. Exactement. Pas toujours. Mais on voit de plus en plus des CV vidéo, même des CV beaucoup plus graphiques en fait que l'Arial 8 pour caser toutes les expériences, les hobbies. C'est complètement différent maintenant. Mon CV, en effet, je pars du principe, et quand je fais un recrutement, je pars exactement du même principe, c'est qu'on a tous à peu près les mêmes diplômes. Alors certes, on a des facs plus ou moins prestigieuses, des écoles plus ou moins prestigieuses également. Ce qui compte surtout, c'est le parcours. Donc en effet, les expériences professionnelles sont intéressantes, et je me concentre principalement sur la fin du CV. Généralement, les quelques lignes qu'on oublie, les hobbies. C'est plus ce qui nous définit. Ça permet de voir à travers ces différents hobbies la personnalité de la personne, in fine, de celle qu'on va recruter ou avec qui on va travailler. Ça permet également de s'assurer du fait que on va pouvoir passer 10 heures l'un en face de l'autre
dans une bonne ambiance. Puisque quand on bosse, on est plus avec ses collègues qu'avec sa famille. Donc le recrutement, il se fait sur des compétences, ça c'est indéniable, mais il se fait aussi sur des soft skills, et il se fait sur des atomes crochus. Et c'est surtout ça que j'aime voir, et c'est ce que je mets en fait en avant sur mon CV pour ma part. J'en ai une pour toi en 2018 quand je voulais rejoindre Legal Start, qui est une entreprise de la Legal Tech pour mon premier stage en césure. Et donc je leur ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation. Et une autre lettre de motivation qui était sous forme de décision de justice. Et en fait, il y avait une question qui était pourquoi vous, en fait? Et donc, j'ai fait une décision de justice de la chambre commerciale de la Cour de cassation en leur expliquant pourquoi, en fait, ce serait moi et pas quelqu'un d'autre. Et ils m'avaient reçu et ils me disaient, mais en fait, on a reçu ça, on t'a pris pour une dingue, mais on a trouvé ça génial. C'est top. Et du coup, ça s'est bien déroulé derrière. Mais comme quoi, en fait, il faut... Tous mes amis me disaient, mais surtout ne fais pas ça, tu vas passer pour la dernière des au femmes. contraire, je trouve ça hyper différenciant. Prenons des risques. Et puis, si ça marche pas, comme tu disais, effectivement, c'est qu'on n'est pas nécessairement aligné avec ces personnes-là et qu'on n'a pas nécessairement envie de travailler dans cette entreprise-là. Complètement. Prenons des risques, c'est essentiel. Pardon. Je t'en prie. Cela dit, sur un CV, j'avais vu Passionné de Ragondin. J'avoue que c'est original. C'est original. On l'a pas reçu, mais c'est différenciant. Faut quand même bien choisir ce qu'on met. Oui, en effet. Et donc en 2012, tu as intégré Axon Cable. Je me trompe pas sur la prononciation. C'est Axon Cable. Axon Cable. Axon Cable, qui est donc le leader mondial en câbles et liaisons d'interconnectique pour l'automobile, l'aéronautique, le spatial et la recherche et le médical. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, les sites de fabrication sont situés à Montmirail. Montmirail. Et donc on comprend très vite aussi à travers tes expériences que la mobilité n'est pas du tout un frein pour toi. Et moi, je suis particulièrement curieuse de savoir comment tu t'es retrouvée catapultée sur la D993 comme ça en 2012. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller dans cette entreprise aussi loin? Ubisoft se termine sans perspective. Ok. Donc, j'envoie quelques CV. Et je ne limite pas l'envoi des CV à des domaines d'activité en particulier. Et je suis contacté par Axon Cable qui me dit, voilà, on est une entreprise de câblage technique. On a plus de 40 ans d'existence. On n'a jamais eu de juriste en interne. On a toujours sous-traité. Et notre PDG a envie de faire une expérience. Donc, on vous recrute. Donc vous avez 6 mois pour monter un service juridique et vous avez 6 mois pour nous mettre en conformité avec la réglementation ITAR, qui est une réglementation sur l'exportation d'armes aux États-Unis. Donc vous imaginez bien que le challenge est énorme, et forcément plus il est énorme, plus je suis content. Je me retrouve donc catapulté en tant que juriste commercial, avec une casquette aussi de facilitateur de business, à monter ce service juridique, à faire de la sensibilisation juridique auprès des commerciaux, et également cette mise en conformité de réglementation américaine. Et donc je touche pour la première fois du doigt l'extraterritorialité des lois. C'est passionnant. Donc on fait cette procédure qui est revue par le Pentagone, qui aurait pu permettre plutôt de racheter une entreprise aux États-Unis. En tout cas, une expérience vraiment enrichissante. On voit des choses incroyables. On ne se doute pas de tout ce qu'il peut y avoir dans des fusées, dans des avions, dans des voitures. Voilà, on a travaillé sur des satellites, on a travaillé sur Curiosity qui est sur Mars. Donc c'est une vraie chance. Et ton premier emploi aussi. Et c'est mon premier emploi. T'as pas eu peur ? Non, je me suis dit, je vais tout donner. Et puis si je suis pas compétent, mais au moins, j'aurais pas à regretter de me dire, voilà, j'ai raté quelque chose. Et ça a été quoi tes premiers chantiers du coup ? Tu parlais de sensibilisation, Premier chantier, c'est surtout le premier travail, c'est le travail sur la confidentialité. Le rappel, la brique fondamentale de l'entreprise, c'est que si vous voulez persévérer, perdurer, être compétitif, garantissez la confidentialité. C'est encore une fois aujourd'hui, ça peut paraître basique, mais finalement c'est peut-être le pilier
le plus important d'une direction juridique, c'est être garant de la confidentialité. Sinon, et là c'est ma casquette de délégué régional de la FJE qui parle, on ne se battrait pas pour obtenir la confidentialité des actes. On va en parler aussi. Voilà, donc c'est essentiel. Et ça a été mes premiers chantiers de travailler sur les accords de confidentialité, sur la sensibilisation de cette confidentialité. C'est encore une fois ce que je fais aujourd'hui au sein de l'Institut. Et pourtant, les accords de confidentialité, c'est vu comme des clauses standards, Complètement. Et pour autant, c'est peut-être... on y fait tellement plus attention que c'est peut-être l'élément le plus faillible de l'entreprise. Tout à fait. Pour la petite expérience, j'ai revu un jour, au cours de ma carrière, un accord de confidentialité. Généralement, on les lit en diagonale. Et là, en m'attardant un petit peu plus, et même en utilisant des logiciels comparatifs de modification, je me suis aperçu que mon partenaire avait juste retiré « ne » dans une clause. Ce qui a renversé l'économie totale de la clause. Donc on avait quelqu'un en face de nous qui était là pour nous piquer nos données. Voilà, donc le juriste, il est là pour être le Gandalf. Il arrive avec son bâton de pèlerin, il vient sensibiliser ses collègues, mais en même temps, voilà, quand il ne faut pas passer, eh ben on ne passe pas. Ouais. Après, il faut avoir la chance d'être soutenu et d'être suivi. Et c'est là où on en revient à l'image du juriste. De toute façon, t'empêches le business, t'es là pour ralentir. Alors, le juriste, on l'entend, c'est peut-être galvaudé, mais pour autant, c'est une vraie conception. Le juriste est un business partner. On peut nous voir comme des empêcheurs de tourner en rond, des gens qui ne travaillent que sur la législation et qui nous disent toujours « c'est pas possible ». C'est faux. Alors ça, c'est l'idée préconçue par excellence. Pour que je dise à mes opérationnels « ce n'est pas possible », c'est vraiment que c'est pas possible. Parce que le droit n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un outil. Et on peut toujours s'en servir. Si d'un côté c'est pas possible, on pourra trouver une porte de sortie pour nous permettre de le faire. Et quitte même à participer à la transformation du projet pour rendre tout ça légal, compatible. À tel point qu'aujourd'hui, je ne suis plus l'empêcheur de tourner en rond, je génère aussi du business au sein de l'Institut Pasteur de Lille, puisque voilà, on est un institut de recherche, on a un institut de recherche appliquée également, on a des laboratoires de recherche qui nous permettent de faire des tests, notamment sur la toxicologie ou la microbiologie. Eh bien, on a des partenaires, voilà, on va pas se cacher, hein, tout le monde les voit. On a Dyson qui vient nous voir pour nous dire « Vous êtes un acteur de référence, on a envie de travailler avec vous, est-ce que vous pouvez tester nos appareils ?» Et puisque vous avez testé nos appareils, et puisque les résultats que vous avez sortis sont très bons, et que vos méthodes d'analyse sont inédites, eh bien, on aimerait utiliser votre visuel et une formulation et votre nom. Et là, le travail du juriste, eh bien, finalement, il prend une autre casquette et permet de dire « Ok, on va créer un contrat ensemble et puis on va faire un contrat d'utilisation du nom. C'est pas du licensing, c'est on va tolérer le fait que vous puissiez utiliser notre nom en tant que garantie et toujours dans l'intérêt général, c'est à visée informative que votre produit, il est efficace. » Et c'est l'Institut qui vient de le démontrer. Et en contrepartie, on va percevoir un petit peu de redevance. Évidemment. Donc voilà, le travail du juriste, il est là aussi pour permettre à l'entreprise de grandir, pas juste de faire de la protection. Ouais, et ça, c'est souvent... Je ne sais pas si c'est pas assez mis en avant, justement. On voit bien le côté protecteur, mais le côté business, on le voit pas, on le répète, on le rabâche même, mais on montre peut-être pas assez d'exemples où, là, comme tu viens de le faire, concrètement, ça a permis de gagner de l'argent. Oui. Encore une fois, au sein de l'Institut, avec toutes les casquettes, on est là pour faire de la protection, on est là pour faire de la conformité. Et aujourd'hui, la conformité, c'est l'avenir de l'entreprise. Toutes les entreprises, finalement, devraient avoir un compliance manager qui doit être un super juriste, puisqu'il ne doit pas avoir que des qualités de juriste, hein, il doit avoir des qualités d'auditeur, il doit avoir des qualités de gestionnaire de projet. Mais la rigueur du juriste permet en fait de s'assurer que le compliance manager est efficace. Et donc au bout de ces 6 mois chez Axon, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que... on a eu un désaccord.
avec le PDG d'Axon Cable. Et ça a été l'une des expériences les plus marquantes de ma carrière. Alors, ma courte carrière, hein, j'ai une dizaine d'années d'expérience, mais expérience très intéressante. Finalement, le PDG dit « L'expérience de juriste en interne, ça ne m'intéresse pas. Je préfère sous-traiter. Parce que si je sous-traite, je vais sous-traiter le risque aussi. » Et à mon sens, c'est là où il a fait une erreur. Puisque avoir recours à des avocats, ce n'est pas uniquement sous-traiter le risque. Principalement en matière de compliance et en matière de réglementation ITAR. Puisque si l'entreprise est tenue pour responsable, aucun cabinet d'avocats va pouvoir endosser la responsabilité. Donc c'est l'entreprise qui sera frappée tout de suite des différentes amendes. Financièrement parlant, tu veux dire ? Ouais. Et une amende ITAR, c'est $500 000 et les amendes sont cumulatives. Plus le risque image aussi. Plus le risque image aussi. C'est vraiment une arme extraterritoriale, hein, on se l'aperçoit, hein, c'est un petit peu comme le FCPA, la réglementation anticorruption américaine. Voilà, les États-Unis savent parfaitement utiliser ce type d'arme. Ils ont presque 30 ans d'avance sur nous. On ne fait pas le figure avec notre RGPD, mais on commence à montrer un petit peu les épaules et à bomber le torse en disant nous aussi on sait faire. Donc le PDG, on a ce désaccord. Et en fait, le pourquoi je ne reste pas, c'est parce que j'ai osé le contredire en réunion. Alors oui. Ça existe encore, ça ? J'avais 22 ans et je n'étais pas d'accord avec lui. Et en fait, face à l'ensemble de ses directeurs, je lui ai dit qu'il avait tort. Et je n'aurais pas dû faire ça. Donc son ego en a sans doute pris un coup et je ne suis pas resté. Et donc j'ai appris qu'on pouvait tout dire à un manager, on peut tout dire à un directeur à partir du moment où on est en face de lui, seul, et la porte est fermée. Voilà, donc ça c'est une expérience particulière. Je l'ai appris à mes dépens, mais je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu le regrettes un peu ? Pas du tout. Non, parce que tu as appris. Exactement. Ouais. Non, je restais songeuse par rapport à cette dernière phrase. Parce que c'est effectivement... Mais ça, je pense qu'on l'apprend effectivement avec les années. Moi, je suis quelqu'un de très spontané. Et parfois, je me dis, ça, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. Selma peut en témoigner. J'ai peur quand elle parle sur certains sujets. Non, maintenant que je suis mature, tout ça, j'ai appris. Mais effectivement, c'est un vrai bon conseil, c'est qu'on peut tout dire. Après, tout dépend du ton, tout dépend des mots. Mais il y a une question de rapport hiérarchique où, seul à seul, les choses désagréables, on n'affiche pas quelqu'un, que ce soit à l'oral, sur de la messagerie instantanée ou autre, parce que nécessairement, ça va être contre-productif. Complètement. Ou alors, on a vocation d'être chicandier. Ouais. Qui était secrétaire général d'un très gros groupe, qui critique les banquiers sur les réseaux sociaux. Il est excellent. Qui se fait virer et qui aujourd'hui est un fervent défenseur de l'apéritif et se défend de boire et de manger à outrance. Et c'est devenu un homme de théâtre, un homme de spectacle. Ouais. Pourquoi pas ? Mais c'est une trajectoire particulière de carrière, on va dire. Ouais, je sais pas si tout le monde peut le faire. Alors, petit message de santé publique, ce n'est pas bon pour la santé. Et tout avec modération, voilà, bien sûr. Exactement. Manger trop gras, trop sucré, trop salé et boire trop d'alcool, c'est pas bien. 1 à 2 verres par jour et pas tous les jours. C'est ça. Pourtant, c'était qui ? C'était Jeanne Calment qui buvait un verre de vin par jour, 109 ans. Alors, l'alcool conserve. Oui, c'est sûr. Ça a ses travers, ça a ses avantages. On a des scientifiques qui parfois peuvent défendre le fait de consommer de l'alcool. Ça va permettre de prévenir certaines maladies, mais ça va en induire d'autres. Est-ce que c'est des scientifiques qui sont liés à des entreprises ? Pas du tout. Là, c'est le compliance manager qui parle. Super. On est extrêmement vigilant vis-à-vis des conflits d'intérêts. Je ne parle pas de l'Institut Pasteur de Lille, évidemment. Évidemment. Non, mais c'est comme pour tout, c'est une question d'équilibre. Complètement. Voilà. Et je ne mettrai pas en avant mes origines, pour une fois. Je viens de le faire. Ah zut. Soisic. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Là, on vient de mettre en avant les origines, ça c'est pas... C'est ça. En un nom. Prénom. Oui. Donc si on revient un peu sur ton parcours, donc t'es passé au CNRS, à Eurasanté, et aujourd'hui tu travailles à l'Institut Pasteur de Lille, où tu t'es spécialisé donc dans le secteur de la recherche médicale.
Pour quelqu'un qui fait de l'API, c'est un terrain de jeu formidable, mais aussi sans doute un peu contraignant compte tenu de la législation et des enjeux qu'il y a derrière. Juste petite précision, on peut dire que le CNRS est l'une des institutions de recherche les plus importantes dans le monde. C'est le 6e déposant de brevets en France en 2018 et le 8e organisme public le plus innovant au monde selon Reuters. Comment t'es passé du câblage et des liaisons interconnectiques à celui de la recherche médicale ? Encore une fois, c'est une question d'opportunité. Une opportunité se présente. Le CNRS recherche son prochain responsable de la valorisation de la recherche et de l'intéressement des chercheurs. Et donc j'y vais. Parce qu'en effet, ça a un lien direct avec l'API et ça a un lien direct avec l'intérêt général. Donc je me précipite entre guillemets au niveau du CNRS à Paris. Même si j'habitais à Reims et que je faisais Reims-Paris tous les jours en TGV, j'ai saisi cette opportunité parce que je me suis dit ce sera extrêmement profitable. Profitable à plusieurs titres. Je rentrais dans le management puisque j'avais une équipe et j'étais le juriste détaché, entre guillemets, puisque je n'étais pas rattaché à la direction juridique, mais à la direction financière. Et pourquoi rattaché à la direction financière ? C'est parce que l'intéressement des chercheurs, forcément, hein, on perçoit des redevances de l'exploitation des technologies et on fait la redistribution auprès des différents inventeurs, auprès des différents laboratoires de recherche, tout ça avec des règles bien établies dans le code de la propriété intellectuelle. Donc extrêmement intéressant. Et on est au contact du chercheur. Première fois de ma vie que j'étais au contact des chercheurs. Et quels chercheurs ? Voilà, avoir au téléphone des prix Nobel, c'est pas tous les jours. Avoir au téléphone des personnes qui ont travaillé depuis 1980 sur le sida, c'est pas tous les jours. Et donc là, il faut faire preuve d'humilité. Parce que ce sont des personnes qui ont une matière grise juste incroyable, qui sont des scientifiques hors pair, et vous n'avez pas besoin de leur expliquer le droit en prenant des détours. Parce que, in fine, vous leur dites la moitié de la phrase, ils vont la compléter, ils vont même aller plus loin que vous. Donc voilà, humilité et service de l'intérêt général. Une expérience de 18 mois, très enrichissante, et pour autant, je décide de l'interrompre. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas être fonctionnaire. Au bout de ces 18 mois, mon poste était ouvert au concours. J'étais celui qui était quasiment désigné pour occuper ce poste. Et j'ai dit non, je n'ai pas envie de terminer ma carrière dans une institution, même si elle est prestigieuse, et même s'il y a plein d'évolutions de carrière possibles, hein, aller dans des ministères, être fonctionnaire détaché. J'ai préféré dire non. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé de Paris à Lille pour travailler toujours dans le monde de l'innovation, dans le monde de la recherche, dans le monde de la santé, pour travailler chez Eurasanté, où j'ai été le juriste de Eurasanté, donc de la structure en tant que telle. Eurasanté, c'est un groupement d'intérêt économique qui permet de valoriser le secteur de la santé au niveau du bassin lillois et plus largement au niveau du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Hauts-de-France maintenant. Et également qui monte des événements sur la santé. Et en parallèle de ça, c'est un incubateur. Et donc j'ai été l'assistant responsable juridique, hein, en fonction des projets, d'une cinquantaine de startups. Et donc juriste unique encore une fois. Et juriste unique encore une fois. Donc là, pour le coup, passionnant. Ce qui ne veut pas dire que les autres expériences n'étaient pas passionnantes, mais passionnante de manière différente, puisque là, en fait, on est explosé dans plein de structures. Et ça m'a permis de développer une autre compétence, c'est-à-dire de ne plus travailler dossier par dossier. On ne travaille plus en silo. On travaille en transversal. Et finalement, on a plein de projets en parallèle. Et donc, c'est une musculation cérébrale, hein, même si le cerveau n'est pas un muscle. C'est une musculation cérébrale de pouvoir apprendre à développer des projets en parallèle d'autres. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait parfois dans la douleur, mais c'est extrêmement enrichissant. Et donc, comme je vous disais, hein, on est responsable juridique d'une structure, ce qui permet de travailler les aspects classiques, hein, droit des sociétés, droit social, et aussi
participer au montage d'événements. Et comment on fait quand on n'a pas eu les connaissances, enfin, hormis à la fac, mais ça reste quand même des connaissances assez théoriques, pour se mettre concrètement dans du droit des sociétés, par exemple, ou dans du droit social? C'est la grande qualité du juriste, c'est sa plasticité. Le juriste, il est plastique, il est adaptable. Ce qu'on apprend à la fac, au-delà des spécialisations qu'on peut avoir en Master 2 principalement, c'est l'acquisition d'une réflexion. Cette gymnastique qui nous permet de dire « je ne sais pas, je peux aller chercher l'information. Je sais comment aller chercher l'information. » Donc c'est ce qu'on met en fait à profit d'une entreprise. C'est au-delà de la compétence et de la spécialité juridique pour laquelle on est employé. C'est ce côté je sais rechercher, j'ai de la méthodologie. Et cette méthodologie, je peux la mettre au profit d'autres partenaires. Et tu as été plus ou moins tiraillé entre Eurasanté, les 50 startups qui étaient incubées, différents types de projets. Est-ce que tu as réussi, au-delà de cette plasticité dont tu nous parles et de cette flexibilité, de cette agilité, est-ce que tu t'es dit à certains moments que, je ne sais pas, que tu allais trouver des moyens peut-être d'automatiser certaines choses, peut-être au-delà d'automatiser, mais de créer des process qui pourraient simplifier les choses et diffuser la culture juridique de manière beaucoup plus uniforme, vu que tu étais tout seul. Ou de te dire ça, je ne fais pas, parce que je n'ai pas le temps et la prise de risque n'est pas énorme si je laisse les chercheurs ou on va dire les opérationnels, pour employer un terme générique, le faire. Alors, j'ai fait les deux. Et donc merci de souligner ces deux aspects. En effet, premier aspect, diffusion de la culture juridique, puisque au sein de Eurasanté, j'ai monté des événements de formation sur le droit, mais pas que. Très bien, parfait de parler du droit de la donnée, du droit du RGPD, de la propriété intellectuelle. Sensibiliser les incubés, c'est essentiel pour leur développement. Ça permet aussi de les mettre en contact avec d'autres professionnels. Puisque au-delà du droit, quand on fait de l'API, on travaille avec des cabinets de propriété intellectuelle, on travaille avec beaucoup d'autres associés, et ça permet de diffuser une partie du réseau qu'on s'est constitué. Voilà, on est dans le partage. Et le deuxième aspect, au-delà de cet aspect formation, c'est est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas. Et ça, on le cultive, on l'apprend. Au début, et pour ma part, je suis un petit peu un boulimique du droit, j'aime bien tout contrôler. Ça a été un travail sur moi. Mais finalement, on s'aperçoit que quand on prend une matrice de risque, certains éléments ne nécessitent pas l'intervention du juriste, ou en tout cas que le risque est maîtrisé et acceptable pour une entreprise. À partir du moment où on a compris ça, on revoit ses priorités. Alors ça s'apprend, c'est pas inné, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à la fac. Et pour apprendre correctement ça, il faut avoir autour de soi des personnes pédagogues et à l'écoute. J'ai la chance aujourd'hui, au sein de l'Institut Pasteur de Lille, d'avoir un directeur général et un directeur général adjoint avec lesquels je m'entends très bien et qui sont dans cette culture de diffusion, de cette culture d'apprentissage, d'accompagnement. Ça n'a pas été toujours le cas. Voilà, j'allais dire c'est une chance. Ça nécessite du temps et c'est vraiment le côté humain qui est privilégié ici. Et on apprend vraiment beaucoup de ces personnes-là. Et donc là, voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier ce personnel encadrant. Tu peux les citer d'ailleurs alors, donc Didier Bonneau, directeur général adjoint, et Xavier Nassif, directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, qui sont deux personnes avec leur caractère et qui m'ont permis en tout cas de grandir et qui continuent de me permettre qui me permettent de grandir encore un peu. Très clair, merci à eux. Et donc là, sur Eurasanté, on est sur ta deuxième expérience dans le domaine de la recherche, oui, c'est ça. Et dans le domaine médical. Donc tu as eu CNRS Eurasanté. Est-ce que tu t'étais rendu compte à ce moment-là que tu étais sur une spécialisation quand même sur la recherche médicale, et est-ce que tu voulais continuer sur ce domaine-là ou ça s'est fait juste spontanément sans t'en rendre compte? Opportunité. Exactement, ouais. Opportunité. Ça s'est fait spontanément. C'était pas
C'était pas la trajectoire de carrière que j'avais imaginée. Pour ne rien vous cacher, ma trajectoire de carrière, c'était bosser dans des entreprises principalement dans le numérique pour développer du service web, développer de la sécurité informatique ou développer du fun à travers de l'informatique. Aujourd'hui, je suis dans le domaine médical, ce qui n'est pas une fin en soi. Ma carrière ne fait à mon sens que débuter. Peut-être qu'elle se terminera dans le domaine médical, peut-être que j'irai voir ailleurs, peut-être que je quitterai le droit. Aujourd'hui, je n'ai aucune limite. Ma trajectoire de carrière n'est pas dessinée. Elle se dessinera en fonction des opportunités, en fonction de différentes appétences. Alors je ne me vois pas élever des chefs dans le Larzac, ça c'est une certitude. Mais voilà, comme vous l'avez souligné, la mobilité n'est pas un souci. La curiosité est fortement requise. Et puis voilà, c'est principalement l'humain qui compte. Et voilà, ça peut être mis au service d'entreprises diverses et variées. Voilà. Ok. Et tu nous en parlais tout à l'heure de ce brassage à l'université, à l'école, en Alsace, de profils à la fois ingénieurs et juristes, et donc de cet apprentissage mutuel des différentes compétences. J'imagine qu'il faut se familiariser avec des termes scientifiques, techniques, qui sont particulièrement spécifiques au vu du domaine, en plus d'ailleurs des termes juridiques qui le sont déjà assez techniques. Est-ce que, au-delà de cette formation que tu as eue en Alsace, tu t'y es préparé, tu t'y es formé, ou est-ce que c'était un apprentissage sur le terrain ? C'est un apprentissage sur le terrain. Et c'est un apprentissage de tous les jours. Ouais. Au sein de l'Institut Pasteur de Lille, on a 2 fois par mois un petit déjeuner scientifique auquel je participe au titre de responsable de la valorisation de la recherche. Donc en fait, je participe pour faire de la détection de projets potentiellement valorisables pour ensuite faire de la création d'entreprise ou du transfert de technologie. Sauf que quand vous avez des scientifiques qui viennent vous parler, que ce soit en français ou en anglais, de diabète de type 2, d'Alzheimer, de création de médicaments, de modification du métabolisme du fait de l'horloge circadienne, avec des termes techniques. Au début, on est le poisson rouge dans le bocal. Mais à force d'entendre ces termes-là, on les comprend. On se familiarise et ça nous permet d'être encore plus efficace dans notre travail de juriste, puisque rédiger un contrat de collaboration, un contrat de recherche ou un contrat commercial, sans comprendre la matière, in fine, ça ne sert à rien. Derrière chaque mot que le juriste écrit, il y a du chiffre d'affaires. On est là pour traduire le chiffre d'affaires, on est là pour assurer également la sécurité des projets, ce qui finalement concourt à l'augmentation ou à la sécurisation du chiffre d'affaires. Et donc si on ne comprend pas la matière, on rate l'objectif. Et ça permet aussi aux juristes de se remettre perpétuellement en question et de s'apercevoir que, comme vous l'avez signalé, le langage juridique peut être un langage un petit peu rêche. On parle entre nous et on se comprend. On refait vivre le latin de temps en temps, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais néanmoins, on peut s'enfermer et c'est ce qui va concourir au fait que le juriste est mal perçu dans l'entreprise. C'est l'empêcheur de tourner en rond. Ou c'est celui qui fait perdre du temps avec ses réunions pour comprendre le projet. Exactement. Et c'est là où un autre pan du droit s'ouvre, c'est le legal design. Finalement, quand on discute avec des legal designers, ils nous disent, dans tous nos termes juridiques extrêmement complexes, tordus, il n'y en a qu'une 50aine qu'on ne peut pas changer. Tous les autres sont substituables. On peut trouver des synonymes dans le langage courant. Et vulgariser notre approche juridique permet de faire gagner de la confiance dans l'entreprise, permet de faire gagner de la compétitivité. Donc le legal design, un grand oui, ça nécessite des compétences particulières, ça nécessite une remise en question. Mais je suis convaincu que on peut participer à la productivité, à la compétitivité de notre entreprise à travers le legal design. Je me suis
Je me suis entretenu avec quelques legal designers. Tu peux les citer d'ailleurs si tu veux. Alors c'était Creative Legal au niveau de Strasbourg, qui disait combien il faut de temps pour lire les conditions générales d'utilisation d'un Kindle. Ah, je sais. Juste incroyable. Combien ? 8h59. 8h59 de lecture. C'était un youtubeur qui voulait dénoncer, enfin il faisait partie d'une assoce pour dénoncer justement... Voilà. Donc ça n'a aucun sens. Là, c'est vraiment du droit pour du droit. Et finalement, on rate l'objectif totalement. L'un des plus beaux projets, des projets les plus aboutis en legal design, à mon sens, il est sud-africain, où pour faire de la récolte de fruits, on a embauché des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire. Faire signer un contrat de travail à des personnes qui savent ni lire ni écrire, c'est compliqué quand même. Et ben ils ont tout simplement traduit le contrat de travail en bande dessinée. Et le mec, il sait exactement à quelle heure il commence, quelle heure il termine, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal. Et en parallèle, on annexe le contrat rédigé juridique à la bande dessinée. Et comme ça, tout le monde est content. En cas de contentieux, on a une personne qui va être en capacité de se défendre et le juriste qui va être en capacité de s'appuyer sur le contrat pour défendre son entreprise. Ce qui n'est pas réducteur, c'est juste une manière de s'adapter à son public et d'être empathique par rapport à la personne qui vit le contrat. Complètement. Donc voilà, il y a une vraie transformation. Ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter de la transversalité, développement de nouvelles compétences, et c'est là où on voit que la collaboration, c'est essentiel. Le juriste peut collaborer avec des entreprises de com' pour développer ce type de projet. Donc oui, un grand oui au legal design, ça va aider la profession juriste. En fait, c'est plus facile de rédiger de manière compliquée, en fait, parce qu'on est en écriture automatique. Et se mettre à la place de son interlocuteur, c'est beaucoup plus aride. C'est ça. Ça nécessite beaucoup d'écoute, de se mettre à la place de l'autre. Et donc en 2017, tu es nommé directeur juridique compliance et valorisation de la recherche, c'est ça ? Tu nous expliqueras ça tout à l'heure, j'ai bien envie que tu m'expliques ce que c'est. De l'Institut Pasteur de Lille. Donc c'est pas ton premier poste à responsabilité, mais c'est ton premier poste en tant que directeur juridique, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'Institut Pasteur de Lille, en quelques chiffres, c'est 350 pasteuriens. J'ai appris ce terme, je ne savais pas que... Ouais, on est génial. Des pasteuriens, il y a une vraie attache au niveau de l'Institut Pasteur. Il y a 2 instituts Pasteur en France, Lille et Paris, qui sont totalement indépendants. Et oui, on a une attache particulière à Louis Pasteur, et on est pasteurien, ça fait partie de l'ADN. Ok, donc 350 pasteuriens, 800 collaborateurs sur le site. On en a parlé, découverte du BCG, des travaux sur l'Alzheimer, la tuberculose, 7 ans de recherche sur les coronavirus qui existent. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'Institut Pasteur de Lille, sa genèse notamment, et nous raconter ton arrivée dans cet institut? Institut Pasteur de Lille, créé après l'Institut Pasteur Paris. Institut Pasteur de Paris créé pour notamment endiguer des épidémies de rage. Et sur la place lilloise, quelques années après la découverte du vaccin contre la rage, une très très grosse épidémie de diphtérie sévit au sein de Lille. Et donc les autorités publiques décident de contacter Louis Pasteur, qui est un familier de la région, puisqu'il a développé ses travaux sur la pasteurisation avec les brasseurs. Donc on fait appel à lui, il vient, il se saisit du dossier, il dit « Moi je ne peux pas gérer les 2 instituts en même temps, donc je vais mettre mon ami et collègue Albert Calmette au sein de l'Institut Pasteur de Lille que je vais créer et pour lequel je vais vous autoriser à porter ce nom. » Et donc on endigue cette épidémie de diphtérie. Et puis petit à petit, Albert Calmette, Camille Guérin vont travailler sur la tuberculose et vont élaborer le fameux BCG qui a permis de sauver des centaines de millions de personnes à travers le monde. Donc voilà, c'est un poids institutionnel de se dire on travaille dans une entreprise, dans une institution de recherche qui a permis de sauver des centaines de millions de personnes à travers le monde. C'est un privilège, c'est un honneur. Et ça fait partie de l'intérêt général. Au niveau de la genèse et de la composition, donc la genèse on l'a fait, la composition comme tu viens de le dire, 350 pasteuriens, 800 personnes sur le site, chercheurs de l'université, du CNRS, de l'INSERM. Voilà, c'est une représentation de la recherche académique française qui est unique au monde,
puisque généralement la recherche se fait au niveau international dans les entreprises ou dans les universités. En France, on a des instituts en particulier. L'Institut Pasteur de Lille, on a le CNRS, l'INSERM, l'Institut Curie, admettons. Et donc ça vient complexifier la recherche française. On travaille en unité mixte de recherche. Alors quand on découvre quelque chose, ça n'appartient pas juste à l'Institut Pasteur de Lille, ça appartient en copropriété à l'Institut, mais aussi à l'INSERM, au CNRS, à l'université, enfin aux différentes tutelles qui composent les laboratoires. Donc il faut composer avec ces différentes entités. Ça a un domaine politique, puisque en fonction des découvertes, on est plus ou moins enclin à défendre les propres intérêts des institutions qu'on représente. Voilà grosso modo. Alors, l'Institut Pasteur de Lille, plusieurs axes de recherche, tu en as mentionné certains, on est un des centres de référence en termes d'Alzheimer, on travaille sur les maladies métaboliques, on travaille sur les maladies infectieuses, qui est finalement le cœur de métier de l'Institut, on travaille sur de la drug discovery, on est également un centre de prévention, on fait pas du soin, on fait de la prévention en santé. Donc on a un centre de santé affilié à la CPAM, on a le parcours longévité qui est un nouvel outil qui permet de faire un bilan de santé très poussé pour les personnes à partir de 45 ans, pour détecter les fragilités. Puisqu'on s'aperçoit que à partir d'un certain âge, on a les gens qui vont très bien, et donc là, pas de souci, les gens qui vont très mal et qui sont à l'hôpital, mais on a une frange intermédiaire qui n'est pas prise en compte. Ce sont les personnes à risque, qui sont potentiellement prédiabétiques, qui vont présenter des signes d'hypertension artérielle ou de défaillance cognitive. Et donc, ces personnes-là, pour éviter la dégradation et finalement de se retrouver dans la tranche rouge hôpital, nous, on les détecte et on leur permet de faire du coaching pour finalement retarder, voire annihiler les effets néfastes du vieillissement. Donc on travaille sur ces différents aspects-là. C'est pris en charge par la Sécu ? Le parcours longévité, c'est pris en charge par des partenaires, comme la CARSAT notamment. Okay. On travaille sur 2 profils en ce moment, principalement les aidants, qui souffrent énormément, et sur les personnels retraités. D'accord. D'où la CARSAT. D'où la CARSAT. Okay. Donc le travail du juriste, il est classique, on sécurise toute l'activité juridique de l'Institut. Le travail de valorisation de la recherche, on vient détecter et on vient valoriser les travaux de recherche, que ce soit à travers des publications, à travers des dépôts de brevets, à travers des marques, à travers l'exploitation de savoir-faire. Donc on encadre par des contrats les découvertes et aussi on assure le transfert de technologie. Donc là, il y a une défense des intérêts pour que ce soit mis à disposition du public, mais également que l'Institut puisse percevoir des revenus. L'Institut Pasteur de Lille, c'est un institut privé, reconnu d'utilité publique. Donc on a des subsides de l'État, mais in fine, on doit chercher 75% de nos revenus pour fonctionner. Donc on fait appel à la générosité. Et le juriste, il a plein de casquettes. Et quand il est business partner, il n'est pas juste derrière son bureau à rédiger des contrats, il est là aussi pour chercher des partenaires, pour faire notamment du mécénat, pour sensibiliser à la collecte. Ça fait partie de notre job en tant que pasteurien de permettre d'aider à la recherche et de mettre à contribution nos différents réseaux pour dire je travaille dans un institut prestigieux mais on a besoin d'argent. Un exemple frappant, typique, c'est on est en train de travailler depuis mars 2020 sur la découverte d'un traitement contre la Covid-19. C'est un travail de longue haleine. Une task force est constituée au sein de l'Institut Pasteur de Lille avec différents chercheurs de différents instituts. On a découvert, après le screening d'une chimiothèque de plusieurs milliers de composés chimiques, on a découvert une molécule d'intérêt qu'on a repositionnée sur le coronavirus, la Covid-19. Il y a eu un dépôt de brevet. Cette molécule-là a été tombée dans le domaine public, donc il y a eu un dépôt de brevet avec l'allégation coronavirus. Et ensuite, il faut valoriser cet aspect-là. Et donc, le travail du juriste et du responsable de la valorisation de la recherche, c'est d'aller chercher les partenaires, en tout cas de participer à la recherche de ces partenaires pour permettre finalement la mise sur le marché de ce médicament le plus tôt possible, dans la défense des intérêts de l'Institut et aussi de l'intérêt général,
pour sortir de cette crise sanitaire qui nous embête tant. Et le travail du juriste, il est là aussi pour contribuer à la recherche de financement. Et donc, j'ai apporté une petite pierre à l'édifice dans la recherche de différents financements avec le plus gros donateur qui a été LVMH, qui nous a donné 5 millions d'euros pour nous permettre de réaliser l'étude clinique qui va débuter dans quelques jours, pour permettre de s'assurer que finalement notre traitement fonctionne. Un rôle qui doit être un peu compliqué en ce moment, non ? Parce que c'est un rôle qui est donc très externe, aller à la rencontre de différents interlocuteurs, qui se fait souvent dans certains événements. Est-ce que tu trouves que c'est un peu plus complexe aujourd'hui ? Alors, oui, c'est complexe. De manière générale, c'est complexe. C'est complexe, en effet. C'est politiquement complexe, c'est juridiquement complexe. Mais néanmoins, à partir du moment où on a dans le viseur l'objectif qu'on veut atteindre, on se donne les moyens pour les atteindre. Donc oui, c'est pas toujours simple. Et là, cette fois-ci, le juriste, il prend, même si je fais 1m93, parfois j'ai l'impression d'être Tyrion Lannister, à composer avec mes différents interlocuteurs pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est mettre à disposition un traitement qui peut permettre d'être un moyen supplémentaire pour combattre la Covid-19 et de le mettre à disposition du monde entier. C'est ça l'objectif, dans la tradition d'Albert Calmette. Ok. Et donc là, tu nous expliquais que le brevet était déposé. Quelle est la suite du circuit ? La suite du circuit, alors, au niveau de la valorisation de la recherche, on va travailler avec un exploitant, puisque l'Institut Pasteur de Lille n'a pas vocation à devenir une entreprise pharmaceutique. Donc on va aller frapper à la porte de différentes entreprises pharmaceutiques pour dire, j'ai ça, est-ce que vous voulez le commercialiser ? Donc c'est ça l'objectif, c'est de réaliser les bonnes négociations qui vont permettre la mise à disposition et la commercialisation de ce traitement. Alors, dis-moi si je me trompe, mais est-ce qu'il y a aussi une étape où il faut faire valider le médicament ou le vaccin auprès d'une autorité Tu ne te trompes pas du tout, c'est Super. Ce qu'on appelle l'essai clinique. Très bien. Et donc l'essai clinique, qui va commencer dans très peu de temps, D'accord. c'est extrêmement complexe à mettre en place. Ça nécessite beaucoup de compétences qu'on n'a pas forcément en interne. C'est pour ça que la collaboration est extrêmement importante et on va s'associer avec différents spécialistes de la recherche clinique pour mettre en place cet essai clinique qui est très innovant. Pourquoi très innovant ? Puisqu'en principe, un essai clinique sur un médicament, ça se fait à l'hôpital, avec des chariots de réanimation au cas où ça se passe mal. Et là, pour notre cas, tout se fait en ambulatoire. Donc les patients qui seront Covid positifs de plus de 50 ans avec des symptômes et qui accepteront d'être enrôlés dans cette étude clinique vont avoir la visite d'un médecin. Et ce médecin va leur dire, comme vous avez accepté, je vais vous donner une boîte de médicaments. Cette boîte de médicaments, vous allez la prendre, mais vous allez la prendre chez vous. Et puis je vais venir vous rendre visite, on va prendre des constantes de manière assez fréquente, et puis on va voir si le médicament a un effet positif ou négatif. Le médecin et le patient ne savent pas s'il y a dans la boîte le principe actif ou un placebo, ce qu'on appelle l'essai en double aveugle. Et à la fin, on va collecter les données et on va s'apercevoir si oui ou non il y a une efficacité. Alors aujourd'hui, cette efficacité, elle a été démontrée notamment chez la souris, mais c'est pas suffisant. Ok, très clair. J'ai eu réponse à ma question, c'est super intéressant. Et si on revient à ton poste de responsable juridique, comment est perçue la direction juridique au sein de l'Institut ? Est-ce que tu as vu son image évoluer au fil du temps ou pas du tout ? Alors, la direction juridique au sein de l'Institut Pasteur de Lille, quitte à vous surprendre, voire à vous choquer, elle est composée de moi, d'une assistante en matière de valorisation de la recherche qui me fait tout ce qui est gestion de portefeuille de brevets. Patricia Paul. Exactement. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de Patricia parce qu'elle a dû recevoir 36 000 invitations de ma part. Elle a l'habitude. Ok, c'est bon.
Et Désolée, également Patricia. Odile Biomulot, qui est ma collègue qui gère tous les aspects juridiques liés notamment aux assurances, mais aussi à la gestion des legs. Ah, intéressant. Voilà, dans le portefeuille, on a aussi cette gestion des legs. Et aujourd'hui, j'ai une stagiaire, Mathilde Berthe, que je salue également, qui m'accompagne sur tous ces aspects, principalement de marché public et RGPD. Donc voilà, c'est une toute petite direction juridique. On est très peu, et donc il faut qu'on puisse choisir nos combats. Comment la direction juridique est perçue ? J'ai envie de vous dire, tout dépend de la personne qu'on a en face. Et tout dépend du service qu'on va rendre. La satisfaction client, elle est très importante. Ils savent qu'on est une direction qui a une ampleur limitée. Et donc, on est en capacité de travailler avec une rapidité qui est relative pour eux. Et donc, parfois, ça va vite, et là, ils sont contents. Et parfois, ça va pas assez vite à leur goût, et là, ils sont pas contents. Tu la mesures, la satisfaction client, ou pas du tout ? Oui, je la mesure. Alors, mon indicateur favori, c'est la saisie de la direction générale. Ça, c'est mon indicateur favori. Alors, encore une fois, j'ai la chance d'avoir une direction générale qui comprend les problématiques et qui sait temporiser. Donc oui, c'est un petit peu comme ça que je peux la mesurer. Je peux la mesurer aussi en fonction de l'attitude de la personne qui vient frapper à la porte de mon bureau. Je sais tout de suite si oui, elle a envie de venir boire un café et on va discuter de son projet, ou si c'est juste pour me dire dépêche-toi, ça urge. Et t'envoies pas de questionnaire de satisfaction en fin d'année ou à la fin de chaque dossier ? J'adorerais. Ouais. Mais là, c'est une vraie question de manque de temps. Et je préfère consacrer le temps que j'ai à disposition pour aller dans le fond du projet et assurer la sécurité et le bon déroulé du projet. Oui, je comprends. Et sinon, est-ce que tu pourrais nous parler des principaux challenges juridiques pour une institution comme l'Institut Pasteur de Lille ? Ils sont multiples. Ils sont multiples dans la mesure où c'est un institut avec une forte renommée, une forte notoriété internationale, et donc on participe à cette notoriété internationale. Donc voilà, on est là pour apporter notre concours sur les différents projets et pour faciliter le travail de nos éminents chercheurs. La place du responsable juridique au sein de l'Institut, alors, j'ai pas envie d'être prétentieux, soyons réalistes, elle est centrale. Aujourd'hui, je suis dans quasiment tous les projets, et on va enlever quasiment dans tous les projets structurants de l'Institut. Puisque dès lors qu'il y a un risque juridique majeur dans un projet structurant de l'Institut, que ce soit des projets de recherche, que ce soit des projets de promotion immobilier, que ce soit des projets de développement, eh bien on est là pour encadrer le risque. On l'encadre de manière juridique, mais on l'encadre aussi avec la compliance. Mon autre casquette de compliance officer me permet d'avoir les mains libres pour pouvoir diligenter les enquêtes nécessaires qui vont finalement me permettre de dire oui, on a un conflit d'intérêts ou non, on n'en a pas. Et si on a un conflit d'intérêts, comment on va le résoudre ? C'est donc essentiel d'avoir une vision très large, périphérique, de ne pas partir avec des a priori, des préjugés, pour être efficace et efficient. Et tout à l'heure, on n'a peut-être pas assez évoqué ce point-là. Enfin, en tout cas, c'est un point sur lequel j'aimerais revenir. C'est, tu disais, il faut savoir faire des choix entre les dossiers qu'on traite et ceux qu'on ne traite pas. Est-ce que tu as des critères pour déterminer ça, ou est-ce que c'est en fonction de la situation, du temps que tu peux avoir, de l'importance du dossier, de la personne qui te l'a demandé ? Alors, il n'y a quasiment aucun dossier qui soit signé par la direction générale sans qu'il y ait eu au moins un rapide passage, une rapide lecture. Les critères, il y en a un qui est évident, c'est le montant du contrat. Voilà, on va dire qu'un contrat qui est à quelques milliers d'euros, on peut assumer le risque. Sauf qu'un contrat à quelques milliers d'euros mal rédigé, c'est-à-dire sans clause de responsabilité bordée, peut engendrer des risques de plusieurs millions d'euros. Donc, on va regarder le montant du contrat et on va se concentrer sur les clauses
essentiels, élémentaires de sécurité juridique. Pour un contrat de prestation de service pour lequel je suis un client, mon point d'attention principal, c'est la propriété intellectuelle. Ce qu'il va me générer, je veux forcément le récupérer. Donc si j'ai une mauvaise clause de propriété intellectuelle qui est rédigée, nécessairement, je cours un risque. Donc là, le job, c'est tout de suite de remettre le contrat dans le droit chemin. Après, les enjeux ne sont pas que financiers. Il y a des enjeux en termes d'image. Donc on peut avoir des contrats avec, finalement, zéro sur la balance financière. Mais derrière, les conséquences en termes d'image sont tellement importantes qu'on est obligé, par exemple, de faire du contrôle d'utilisation du nom, de faire de la veille, et aussi d'apporter et d'anticiper les arguments juridiques en cas de dossier un peu litigieux ou d'association avec un client qui serait potentiellement critiquable. Voilà. Le travail du juriste, il est là, il n'est pas juste en réaction, il est aussi en anticipation. C'est des sujets qu'on connaît très bien, nous, chez Séraphin, sur la gestion de contrat. Donc, à travers notre outil de gestion de contrat, que ce soit sur la partie circuit de validation interne, où effectivement, il faut que tu détermines tes critères, à quel moment on considère que tu es compétent, enfin, pas compétent, mais où c'est nécessaire de te faire intervenir. C'est à toi de déterminer ces critères-là. Et puis derrière, sur le suivi des échéances, et la fluidification des rapports, en fait, entre les opérationnels, la direction juridique, c'est le principal. Gagner du temps. Ouais. C'est ça. Le juriste, dans une entreprise, il est pompier et architecte. Il est pompier parce qu'il faut qu'il soit... il est dans le feu, il est là pour éteindre tous les risques de contentieux, il est là pour contrôler le risque. Et il est architecte dans la construction, il participe à cette construction d'entreprise. Je dirais équilibriste aussi, mais... Et même parfois cascadeur. Aussi. On va peut-être passer à la dernière question avant les 4 conseils de Maxime. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes challenges, tes objectifs que tu aimerais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière ? Bal des pompiers. Peut-être le bal des pompiers. C'est pour la carrière, ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter ? En tout cas, ce que j'aimerais en tant que tel, dans 5 à 10 ans, c'est d'avoir une dimension extraterritoriale, internationale. J'aimerais aller pratiquer le droit à l'étranger. Intégrer une entreprise ou l'Institut Pasteur de Lille, mais en tout cas être dans une structure qui me permet de dire, on t'expatrie. Va développer du business ailleurs. Ça, ce serait un vrai facteur de motivation et c'est quelque chose que j'essaye d'avoir. Alors, le droit s'exporte mal. Et c'est pour ça aussi que je suis un fervent défenseur de la compliance, parce que je pense que le droit peut s'exporter à travers la compliance. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, acquisition de nouvelles compétences et renforcement de certaines compétences, principalement des compétences business. Finalement, le juriste en tant que tel qui manipule le droit, c'est intéressant, mais si on arrive à associer ça avec des éléments beaucoup plus business qui peuvent s'acquérir à travers un MBA, ça c'est quelque chose qui me tiendra à cœur également. La transmission, toujours. Si je peux continuer de transmettre, j'ai fait mes premiers cours il y a quelques mois dans une université togolaise. Si je peux continuer à faire et à multiplier ces expériences, pourquoi pas. Donc voilà, c'est des perspectives. Et puis tout ça peut se passer, que ce soit dans l'univers médical, dans l'univers scientifique ou ailleurs. Comme je vous l'ai dit, les limites sont faites pour être bougées et dépassées. Je dirais qu'une seule chose, Buzz l'éclair, vers l'infini et l'au-delà. Tu ferais un très bon chargé de TD ou professeur, je pense. Écoute, c'est une responsabilité, plus qu'une tâche, c'est une responsabilité que j'assumerai avec beaucoup de sérieux et beaucoup de plaisir. Université de France et de Navarre, si vous nous écoutez. Maxime est intéressé.
Très clair, ok. Bah écoute, on va passer à la dernière partie du podcast. Je vais te poser 4 questions et je vais te demander 4 réponses brèves, donc du tac au tac. Est-ce que tu es prêt ? C'est bon. Super, top. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il ? Donc là, je suis en train de faire des gros yeux. Hein. Quels sont tes irritants ? C'est pas politiquement correct. T'inquiète pas. Ça arrive à des gens très bien. Si je devais révolutionner un processus métier, je dirais court-circuiter les discussions pour éviter que tout le monde se tire dans les pattes. Allons droit au but, allons à l'essentiel, enfermons-nous dans une pièce, et si ça coince, voilà, on met tout sur le tapis, et quand on sort dans l'intérêt du projet, et pas dans l'intérêt de nos égos. Arrêtons les échanges de mails à 15 000 pour parler d'un sujet. Stop. On se réunit, si on doit se hurler dessus, on se hurlera dessus, ouais. Mais au moins on aura aplani la situation. Ok, super. Deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes ? L'écoute. Tac au tac, hein. L'écoute. Super. Très bien, effectivement, du tac au tac. Et ça ne suffit pas, en fait, il faut écouter, il faut entendre. Et ne pas écouter pour répondre. Écouter pour répondre, finalement, on n'avancera pas. Éventuellement, ça peut flatter l'ego, puisqu'on a sorti une belle punchline. Mais non, c'est écouter pour comprendre et pas pour répondre. Comme je sais que Selma adore mes citations, je vais en faire une. Super. Une citation de Goethe qui dit « Parler est un besoin, écouter est un talent ». Et c'est exactement ça. Souvent, on répond avant d'écouter la question. C'est tout à fait ça. Et c'est symptomatique de notre société, hein, le fameux « Salut, comment ça va ?» qui n'appelle aucune réponse. C'est perturbant. Et ce qui est encore plus perturbant, c'est quand vous répondez « Oui, ça va, et toi ?» Soit on a le temps d'arrêt. Ah mince, il s'intéresse à moi. Ou alors finalement, la personne est déjà 50 mètres plus loin parce qu'elle n'a pas attendu. Ou alors la personne qui dit « Oh, ça va moyen » oui. Et l'autre dit « Ouais, moi aussi, ça va. » Ok. Super. Troisième question. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de l'Institut Pasteur ? Un ordinateur. On a eu aussi comme réponse un cerveau, notre cerveau. Voilà. Très bien. Le cerveau et l'ordinateur. Super. Eh ben, on peut faire... On n'utilise pas d'outils en particulier. Hein. Certes, on a des plateformes qui nous permettent d'être un peu plus performants. Hein. Faire la pub de Data Legal Drive, parce que je les apprécie beaucoup et c'est extrêmement performant ce qu'ils font. Tu peux. Donc ça nous facilite beaucoup la vie. Mais notre outil principal, en effet, c'est l'ordinateur et le cerveau. Très clair. Dernière question, quatrième question, donc ma préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il ? Le réseau. Le réseau est essentiel. Vous ne pourrez vous développer qu'en ayant la richesse des personnes qui vous entourent. C'est super intéressant, c'est vraiment très enrichissant, ça permet de se bousculer aussi, puisque quand on est jeune et quand on est moins jeune, quand on est timide, introverti ou extraverti, eh bien on a une différence d'appréciation de la relation humaine. Et finalement, c'est un entraînement en tant que tel, d'aller au contact des professionnels, des pairs, des plus vieux comme des plus jeunes. On n'apprend pas que des plus vieux, on apprend aussi des plus jeunes. Et on apprend à tout âge. Donc le réseau, c'est essentiel, il n'y a que comme ça qu'on pourra se développer. Super, et si vous voulez développer votre réseau, vous pouvez adhérer notamment à... Adhérez à la FJE, suivez les différents influenceurs, les différents groupes sur LinkedIn. N'hésitez pas à engager les discussions. Voilà, on n'est pas des personnes dans nos tours d'argent. Voilà, on reste des hommes avant tout. On connaît les travers. On y est passé aussi. Engageons les discussions. Voilà, parfois ça répond, parfois ça répond pas. Mais en tout cas, c'est une prise de risque qui coûte pas grand-chose.
Et puis on perd rien à envoyer un message par mail ou sur LinkedIn à une personne qui nous intéresse, sur une compétence qui nous intéresse, sur un sujet qui nous intéresse. Qu'elle nous réponde ou pas, dans tous les cas, on perd rien. Exactement. Et peut-être que ce sera une personne comme Maxime qui vous répondra et qui pourra vous dire oui. Et d'ailleurs, ça me fait une super transition pour te demander sur quel canal il faut te contacter si on veut prendre contact avec toi, te remercier, te poser des questions. Canal privilégié, c'est LinkedIn. Super. C'est là où vous avez le plus de chances de t'avoir. De m'avoir, par écrit, ou de me passer un coup de fil. Ça, c'est pas exclu aussi. C'est beaucoup plus convivial quand même de se parler. Bah écoute, super. Alors, à mon tour maintenant, dans ces cas-là, parce que voilà, moi, j'aime bien aussi bousculer un peu les lignes. C'est une question que je pose souvent en... C'est la première fois qu'on nous fait ça. Je suis pas habituée. C'est une question que je pose souvent en recrutement et qui m'intéresse toujours énormément. Si tu devais dîner avec une personne, morte ou vivant, connue ou inconnue, ce serait qui ? Moi, ce serait ma mère, qui est décédée il y a 22 ans. Parce que je pense que je découvrirai une toute autre facette de ma personnalité et aussi savoir comment elle est et quelle personne je serais devenue si elle était restée là. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est une très très belle réponse. Ça prouve aussi que les juristes ne pensent pas qu'à Simone Veil ou à Charles de Gaulle. On reste des hommes avec des émotions et ça s'est senti dans ta voix, donc merci d'avoir répondu. Je t'en prie. Ah non, moi je vais pas passer après cette réponse-là. Non, on s'arrête là. Tu peux dire Simone Veil, c'est très très bien. Non, honnêtement, sans réfléchir, je sais pas pourquoi j'aurais dit Dustin Hoffman. Je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai eu Tom Hanks parce que j'adore Forrest Gump, mais voilà. Avec un ballon de volley. Ah non, par contre, en revanche, si ça doit être un personnage de dessin animé, c'est Nicky Larson. Sans aucun... Voilà. Je sais pas la ref. À ton époque, ça n'existait plus. Le club Dorothée n'existait plus, on était déjà Minicum, c'est ça ? Même pas. Ah mince. 96, peut-être qu'il y avait déjà, mais si, 96, j'étais au Maroc, oui, mais non. Mais je regardais la télé française, mais en même temps, je sais pas. Je sais pas la ref, désolée. Ça va être montré. Et je milite pour la rediffusion de Jeanne et Serge aussi, mais bon. Je t'avoue que là, j'ai des priorités en termes de... Jeanne et Serge, qu'est-ce que c'est ? Ah, ouais, je vais pas te faire le générique, mais pas à l'enregistrement. D'accord. Faut pas laisser de traces quand c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Super. Elle m'apprend des choses comme ça aussi, de temps en temps. Il n'y a pas que les citations dans la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était vraiment super. Moi, j'ai beaucoup appris en t'écoutant. Merci pour cette question qui était hyper déstabilisante, mais hyper intéressante quand même. Ouais. On nous avait jamais fait le coup. Et puis merci d'avoir parlé de sujets importants comme la transmission, du secteur musical de la recherche qu'on ne connaît pas tous nécessairement à travers le volet juridique et même à travers le volet scientifique. Et puis merci de t'être déplacé en studio à Paris pour venir nous voir. Merci pour cette invitation. J'ai passé un très bon moment, très convivial. Super. Et puis, bonne continuation aux personnes qui viendront s'asseoir derrière ce micro. Tu leur conseilles de venir ? Ouais, je leur conseille de venir, c'est très très sympa. On peut même limite faire un jingle. Ouais. Good morning les gars. Voilà. Celui-là, il est fait. Ah, j'adore. On a perdu Maxime. Bonne journée Maxime. Merci à vous aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.légal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite.